Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout le monde aura remarqué quand le Hirak avait atteint sa plus grande intensité, combien le régime s'était cannibalisé et avec quelle vélocité il s'était mis à jeter ses propres comparses, parfois ses propres barons, en pâture à la foule, comme ils disent. Au moment où il avait prononcé pour la première fois le mot de Isaba, le gang, le général Ahmed Gaïd Saleh savait très bien ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Il lui fallait, dans l'urgence, élaguer les branches compromettantes les plus visibles, ravaler la façade présidentielle, celle de Abdelaziz Bouteflika, et faire comme en 1989, quand le pouvoir s'était arrangé pour nous fourguer des options qui répondaient aux revendications de la jeunesse, des concessions piégées, comme autant de bombes à retardement, comme la presse sur mesure, comme le multipartisme qu'on connaît aujourd'hui avec le recul du temps, comme le libéralisme dont ils nous avaient fait croire que ça allait être une économie productrice et créatrice de richesse et dont on a vu avec le recul du temps ce qu'il en a été vraiment, etc. Et cela se passa exactement comme ça. Malgré la présence de millions d'Algériens dans la rue, plus d'une année durant, les plus exécrés parmi les nervis du régime ont été sélectionnés et jetés en prison comme de vulgaires voyous, avec des accusations particulièrement choquantes. Il fallait calmer la rue et lui faire croire que les sauveurs de la République étaient arrivés à la rescousse au secours du peuple. Presque personne, y compris les journalistes, surtout les journalistes, y compris toute la faune politique dite de l'opposition, qui s'était arrimée au train du Hirak, ne nous avait dit alors que ces sauveurs de la République étaient les complices de ceux qu'ils jetaient en prison, de la Isaba, voire même, et le plus souvent, leurs parrains. L'opération était cousue de fil fluo et avait permis aux mêmes parrains de profiter de l'aubaine pour se débarrasser des barons du régime, leur père, qui les dérangeait un tant soit peu. Une opération lave plus blanc que blanc, doublée d'une purge au sein du sérail qui se déclinait sous le titre très évocateur de Mengel, la faucille, la faucheuse. Une partie importante de la population, parmi les plus sincères et les plus naïfs aussi, y a vraiment cru, au point où le général qui l'avait initié était devenu une sorte de Sif el-Hajjaj. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de grands commis de l'État, comme ils disent, 2 ex-premiers ministres, des généraux et des barons du premier cercle se sont retrouvés derrière les barreaux avec des chefs d'inculpation plus qu'infamants. Des scandales tellement choquants qu'ils n'ont pu être digérés par une opinion publique plus que saturée. Pour l'exemple, juste pour l'exemple, je me permets d'en rappeler une seule, par les chiffres, celle de l'ex-DGSN, directeur général de la Sûreté nationale, lui-même général, qui a eu le malheur d'avoir émis des doutes sur l'intégrité de celui, chef d'état-major, qu'il avait mis sur la sellette et qui avait ordonné une enquête sur l'affaire des 801 kilos de cocaïne, qui, soit dit en passant, a été passé à la trappe, et dont le chef de l'actuel président désigné était en plein milieu. Il a été quasiment acquitté. Monsieur Hamel, donc, dont il est question, il lui a été reproché, sans compter la fortune et les biens
immobiliers qui se trouvent à l'étranger. Et selon la presse algérienne, dont je vais répéter les propres termes, il a donc été accusé de détenir avec son épouse et ses enfants la somme, écoutez bien, parce que c'est vraiment fort de café, la somme de 10 000 milliards de centimes. 10 000 milliards de centimes. Une soixantaine de villas, appartements, concessions répartis sur 19 wilayas. Une dizaine de locaux commerciaux et des locaux commerciaux de grande taille et de grande importance. 6 véhicules, 25 sociétés et 135 comptes bancaires. 135 comptes bancaires. Et c'est pareil pour tous les autres qui ont des fortunes qui ne sont pas aussi loin que celles que je viens d'énumérer, peut-être parfois même plus. Et devant les juges, il s'est passé ce qui était prévisible. Pour quiconque connaît la psychologie des gens de ce régime et qui ont été sélectionnés pour jouer le rôle du bouc émissaire en fonction de leur disposition à essuyer le couteau du crime sur celui qui ne peut pas se défendre, sur n'importe qui ne peut pas se défendre. Et donc, pour se défendre eux-mêmes, ils ont tous, quasiment tous, ceux de haut rang, comme les 2 premiers ministres, comme Ali Haddad, comme Ould Abbas, le secrétaire général du FLN et les autres, ils ont tous, comme Ammar Ghoul, ils ont tous rejeté la responsabilité sur le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, pour la simple raison qu'ils savent très bien qu'il est dans la plus totale incapacité de se défendre. Pour la raison toute simple que tous les Algériens savent par ailleurs depuis des années, qu'il est dans l'impossibilité de se rappeler son propre nom, et ce, depuis 2013. Bien sûr, chaque année, ça s'est compliqué. En 2013, c'était un peu, en 2014, c'était pire, etc. Rappelons seulement, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien cette situation, qu'en 2013, l'ex-président Bouteflika avait été terrassé par un AVC, qu'il avait perdu la quasi-totalité de ses facultés cognitives, qu'il n'avait plus que quelques minutes de lucidité relative par jour, durant lesquelles il reconnaissait un peu les siens, il se rappelait comment il s'appelait, etc. Tous les Algériens savent que c'était son frère Saïd, qui faisait duo avec le défunt chef d'état-major et les autres généraux parmi les plus importants qui étaient au premier cercle, et qui tous, ce beau monde-là, autour de Gaïd Salah, du duo Gaïd Salah et Saïd Bouteflika, avaient la réalité du pouvoir qu'ils exerçaient réellement en se cachant derrière la façade de l'impotent. Et tous aujourd'hui qui se défaussent sur lui, qui le désignent en bouc émissaire, savent très bien qu'il n'avait rien à voir, M. Bouteflika, dans la prise de décision, qu'il était totalement déconnecté de la réalité et qu'il fallait faire des heures de tournage pour pouvoir sélectionner 1 minute de ces pitoyables images, des images qui étaient fourguées aux Algériens pour leur montrer leur président dans toute sa gloire. Rappelez-vous ces images qu'il nous montrait pour nous dire qu'il était toujours aux affaires. Rappelons aussi que tous ceux qui l'accusent aujourd'hui, y compris l'actuel président, M. Tebboune, étaient tous très impliqués dans la tromperie des Algériens. Eux tous qui nous gavaient de leurs allégeances répétées à Fahamatou, dont ils juraient sur Dieu de respecter le programme, dont ils nous disaient qu'il s'occupait de tout, qu'il avait l'œil à tout, qu'il travaillait beaucoup et qu'il veillait au grain. Mais la question qui tue, la question qui se pose aujourd'hui, est pourquoi la justice, El-Menjel, n'appelle-t-elle pas l'ex-président, M. Abdelaziz Bouteflika, à la barre
Et plus encore, pourquoi ne l'inculpe-t-elle pas? Et pourquoi n'appelle-t-elle pas à la barre M. Saïd Bouteflika, dont tout le monde nous dit aujourd'hui que c'était lui le patron du régime? Est-ce pour une raison de santé qu'on n'auditionne pas M. Bouteflika? Et dans ce cas, ne serait-ce pas au seul médecin de dire si oui ou non il peut être présenté devant la justice? Ou alors est-ce pour une toute autre raison, notamment celle qui ferait savoir aux Algériens, à tous les Algériens, que le même Bouteflika est dans l'incapacité la plus totale de gouverner, et ce, depuis son AVC en 2013. Et dans ce cas, cela voudrait dire que tout un système composé de tous les barons qui avaient la réalité de pouvoir, composé de tous les ministres, composé de tous les généraux, composé de tout le personnel politique, jusqu'à très bas, jusqu'aux secrétaires généraux des ministères, jusqu'au Wali, tous ces gens avaient sciemment et pendant plusieurs années laborieusement trompé les Algériens que ces messieurs, tous ces messieurs qui étaient au plus haut du régime, avaient pris l'institution présidentielle en otage. Et que ce système exerçait la rapine et la gestion du pillage au nom d'un président qui n'était plus là. Et même que, et là c'est pire, et je crois que c'est principalement pour ça qu'il ne passe pas à la justice pour protéger, pour que ce régime puisse protéger ses propres protecteurs, c'est que même des chefs d'État étrangers s'étaient fait les complices actifs dans cette prise d'otage et dans cet abus de faiblesse. Une bombe atomique qui pourrait provoquer une clameur mondiale. Et donc, si tel est le cas, nous ne pouvons pas nous demander si ce régime n'est pas en train d'attendre le décès du moribond. Le décès, je n'en dis pas plus, pour mettre définitivement le cadavre dans le placard des scandales morts par étouffement. Pourquoi Bouteflika n'est-il pas auditionné? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, analyste politique. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je salue M. Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane, qui est avec nous, militant politique, hiérarchiste très visible sur la place de la République à Paris. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Djamaldine, merci pour l'invitation. Bonsoir M. Younsi, c'est un honneur. Merci. Depuis Washington, D.C., Hamid Lellou, analyste politique et activiste aux États-Unis pour la cause du Hirak algérien. Hamid Lellou, merci d'être avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi et un grand bonjour à tous vos auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs et à vos deux invités sur place à Paris. Merci. Merci beaucoup. Alors, Brahim Younsi, nous allons d'abord voir une image qui est très, très significative et qui ne manquera certainement pas de remonter à la surface quand le Bouteflika se rend devant les juges. On ne sait pas s'il va être déclaré dans l'incapacité par les médecins ou non, mais en tout cas, ce que vous allez voir maintenant va peut-être être un gros pavé sur la mare, parce que si c'est le cas, M. Hollande, président de l'État français, président de la République, se serait rendu peut-être complice actif dans une prise d'otage, complice actif dans un abus de faiblesse.
si la médecine déclare que M. Bouteflika est complètement déconnecté de la réalité. Nous allons l'écouter, M. Hollande, qui s'était, rappelons-le, rendu à Alger pour 2 heures ou 3 heures seulement, juste le temps de faire cette déclaration pour dissiper cette rumeur qui courait sur le président Bouteflika, dont tout le monde savait que son AVC l'avait totalement terrassé et qu'il avait en quelque sorte oblitéré toutes ses facultés cognitives, M. François Hollande. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Brahim Younsi. La dernière phrase, pour apporter son expérience pour résoudre les crises dans le monde, oui. Alors qu'il n'a pas même pu régler les crises en Algérie. Au contraire, il a ouvert beaucoup de crises dans ce pays. Je comprends la déclaration de François Hollande. Je la comprends. Je la comprends parce que le chef de l'État algérien de l'époque a séjourné chez lui. Au Val-de-Grâce, puis dans l'hôpital oui, militaire dans une institution, des Invalides. Aux Invalides, dans une institution militaire. Oui. Une institution militaire où des questions relevant de la sécurité nationale algérienne ont été posées par le chef d'état-major et le Premier ministre. Et le Premier ministre, M. Sillel, à l'époque. Avec un chef de l'État qui vraisemblablement avait d'autres soucis à résoudre, notamment ces problèmes de santé qui étaient graves. Rappelons que la séance de travail, soi-disant, qu'on nous avait montrée, hein, on n'avait pas entendu Bouteflika parler puisqu'il ne parlait pas, se passait sous le cadre officiel du président Hollande. Et sur les étagères, il y avait des urnes funéraires qui contenaient les cendres des grands soldats français morts pour la France. Tout à fait. Rappelons-le pour l'anecdote. Tout à fait. Je vous en prie. Moi, je fais remonter, c'est Karim Naïtou Slimane dira ce qu'il en pensera. Je fais remonter toute cette crise et cette affaire, y compris l'AVC d'Abdelaziz Bouteflika, à l'affaire Tigentourin. C'est là que tout a commencé, comme dirait l'autre. Tigentourin. À Tigentourin. À Tigentourin, il y avait le problème malien. Déjà, à Tigentourin, il y a des satellites, il y a des gardes frontières, et néanmoins, 32 personnes avec des véhicules assez chargés ont pu traverser la frontière, arriver jusqu'à une menace, frapper et faire ce qu'ils ont fait. Une situation qui ne pouvait que poser des questions sur le plan sécuritaire. Et sur le plan... Ils ne pouvaient pas le faire s'il n'y avait pas de complicité à l'intérieur des services sécuritaires en eux-mêmes. C'est impossible. Absolument impossible. Depuis les frontières jusqu'à Tigentourin, un tel convoi armé ne peut pas passer inaperçu. C'est impossible. Mais la France intervient, et j'ai les dates, donc le 16 janvier 2013, l'affaire Tigentourin. Le 18 janvier, le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, révèle que l'Algérie avait autorisé les Rafales français de traverser le ciel, de survoler le ciel algérien. Le 20 ou le 19, le lendemain, le 19 janvier 2013, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères confirme. Est-ce que Laurent Fabius a fait une bourde ou est-ce qu'il voulait absolument impliquer l'Algérie de façon directe dans le conflit malien? Mais le surlendemain intervient, et c'est là où la chose, il faut tenter de l'analyser autant se faire que peu. Le 21 janvier 2013, intervient quelqu'un qui a fait des siennes ces derniers mois, Mohamed Saïd Belhaïd, qui était ministre de la Communication. Mohamed Saïd Belhaïd intervient sur France 24 à propos de la décision
du survol des rafales français vers le Mali pour dire ce n'est pas les autorités suprêmes du pays qui ont pris la décision. Nous jugerons de l'opportunité, de l'utilité de donner l'autorisation aux Français de survoler nos territoires. Sans dire qui étaient ces autorités suprêmes du pays. Et quand on parle d'autorité suprême, alors qu'il y a un président de la République, il y a un gouvernement, et il y a un chef d'état-major, et il y a parler d'autorité suprême, cela veut dire, ou voudrait dire, qu'il y a eu un coup d'État qui a pris le pouvoir. Des gens, des officiers, peut-être le DRS, qui ont pris la décision de prendre le pouvoir. Et rappelons que l'affaire Tigunturin a eu lieu après l'AVC de Bouteflika. Non. Avant. Non. Ah oui, avant. Elle a eu l'heure avant. Avant 2013. Avant, non, oui. Ah oui. Là, en janvier, février, il y a eu toutes ces choses-là, et notamment en janvier. Abdelaziz Bouteflika fait son ABC en avril. D'accord. C'est dans la même année. C'est dans la même année. 2 mois, 3 mois de... 3 mois à peu près, 2 mois, 3 mois. En avril, il fait son ABC. Et pour cause. Et pendant toute cette période-là, Abdelaziz Bouteflika était maintenu dans un mutisme total. Il n'avait strictement rien dit. C'était d'abord les hauts fonctionnaires, Ammar Bellani en particulier, le porte-parole des affaires étrangères, qui intervenaient pour confirmer d'abord qu'ils avaient donné l'autorisation en toute souveraineté, l'autorisation aux Français de survoler le ciel algérien. Et Laurent Fabius dit un mot qui tue. Il a dit que les Algériens leur avaient donné l'autorisation sans limite. Sans limite. C'est dire que je comprends François Hollande de dire ce qu'il avait dit. Et entre-temps, quand Bouteflika est arrivé au Val-de-Grâce, puis aux Invalides, évidemment qu'il a reçu la protection de façon claire et directe de Paris. Et c'est une fois qu'il est rentré en Algérie, c'est-à-dire en juillet, vers le mois de juillet, il rentre en Algérie, 2013, que le démantèlement commence vers le mois d'août du DRS. Les services de renseignement commençaient à démanteler à ce moment-là. Est-ce que le démantèlement des services de renseignement qui a commencé en août 2013 s'est fait avec l'accord de Toufiq ou contre Toufiq? Et Toufiq, en tout cas... Une thèse circule que le démantèlement s'est fait par lui. Et c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'on n'imagine pas qu'un Toufiq tout puissant, pendant 2 ans, il se laisse... Il a laissé faire de toutes les façons. Oui. C'est lui qui a été placé dans une situation de passivité jusqu'au moment où il était obligé de quitter en 2005, après avoir, effectivement, vous avez raison, après avoir terminé le travail. C'est-à-dire qu'au moment où, peut-être sur pression internationale, on l'a poussé à sortir, il aurait dit d'accord, moi je pars, mais je ne laisse pas mon bébé, je laisse le DRS à personne. Je le démantèle d'abord et je m'en vais ensuite. Et toutes ces dernières années, je vais en finir, et toutes ces dernières années, je crois que nous continuons à vivre les répliques de Tegun-Turin. Et nous avons vu l'arrestation, l'emprisonnement et la condamnation du général Hassan. Et il y en a d'autres dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours les répliques de cette question de Tegun-Turin. Et rappelons que le dernier discours de Bouteflika, dont on va essayer d'écouter un passage tout à l'heure, le dernier discours qu'il ait prononcé, c'était, si je ne m'abuse, le 8 mai 2012, dans cette fameuse affaire Tabjnenna, à Sétif. Tout à fait. Mais juste une précision. La déclaration qu'avait faite le ministre de la Communication, Mohamedou Saïd Belhaïd, il l'a faite sur France 24. C'est incroyable. C'est sur France 24 qu'il l'a faite. C'est dire la signification et l'importance que cela peut avoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui. Pourquoi François Hollande intervient-il ainsi ? Pourquoi l'État français a mis le paquet pour imposer un 4e mandat aux généraux? Pourquoi les généraux ont accepté de laisser passer un 4e mandat? Pourquoi Toufiq a-t-il accepté de démanteler lui-même À ce moment-là, nous étions dans le 3e mandat.
Oui. En 2013, Oui. l'élection présidentielle devait avoir lieu 6 mois après le retour de Bouteflika. Et on a vu ce qu'on a vu. Les Français ont dû donner un certificat médical pour dire qu'il était tout à fait apte, et François Hollande le confirme, qu'il était tout à fait apte à gouverner et à présider l'Algérie. Et quelle alacrité. Et on me confirme à l'oreillette qu'en effet, le Tigre Touré, c'était le 16 avril 2013, et que l'AVC, c'était une dizaine de jours avant. Non, après 3 mois. Une dizaine 27. de jours après. Non, pas une dizaine, non, 3 mois. Alors, je demande à Hussein de vérifier les deux dates. C'est le 27. C'est le 27. Le 27 avril 2013, Oui. c'est 10 jours. Non. Alors, le 16 avril, Tigre Touré. Non, c'est le 16 février, c'est le 16 janvier. 16 janvier, ah d'accord, donc 27 avril, donc c'est ça, 3 mois quasiment. Oui. Alors, Karim. Sincèrement, moi quand je regarde la vidéo de M. Hollande parler de la lacrité de M. Bouteflika à l'époque, hein, sincèrement j'ai les larmes aux yeux. C'est difficile à regarder, c'est indécent. Ouais. Parce que là, on voit l'expression du néocolonialisme personnifié dans le discours de François Hollande. Et c'est pour cela que Bouteflika est actuellement protégé, on va le dire comme ça, est tenu à l'écart des affaires, même s'il est cité, mais on ne le présente pas à la justice, parce que présenter Bouteflika à la justice, ça impliquerait beaucoup de choses, et notamment le certificat médical, la validation faite par la France. Et ça impliquerait le aussi... certificat médical délivré par un médecin algérien, dont on dit que ce serait un colonel, qui atteste de son bon état de santé physique et mental. Ouais. Et validé, pour se présenter voilà. au 4e mandat. Et donc, si on fait ce procès-là, ça veut dire qu'à un certain moment, les gens vont faire le lien logique entre un système corrompu et le soutien affiché à l'époque, parce que là, ce qui a changé maintenant, c'est que le soutien n'est pas affiché ouvertement. C'est un soutien, ça reste diplomatique. On voit aujourd'hui la visite du ministre des Affaires étrangères français à Alger pour la 3e fois depuis l'élection de Tebboune. Donc là, ça n'est pas affiché, mais à l'époque... Pourquoi pas affiché, Monsieur Macron, dans un communiqué de l'Élysée, qui est officiel, sur le site de l'Élysée, a déclaré qu'il a eu des communications téléphoniques avec M. Bouteflika, dont tout un chacun sait qu'il ne s'exprimait pas, ou très très mal, ou très très peu. Oui, mais à l'époque, ça a été, le scandale était beaucoup plus grand, parce qu'il y avait le 4e mandat qui se préparait. Oui. Donc, non, le 4e mandat était passé, le 5e mandat. Oui, ça c'est le 5e mandat, mais je parle moi toujours de la vidéo... Le 4e mandat, Macron n'était pas encore là. Je parle toujours de la vidéo de François Hollande. C'est que si on fait ce procès-là, on est obligé de remonter à toute cette période, jusqu'à l'AVC, qui a été impliqué, qui était au courant. Ça remettrait en cause tellement de monde, y compris M. Abdelmajid Tebboune, qui est passé Premier ministre. Donc si le président ne pouvait pas parler à l'époque, ne pouvait pas réfléchir, n'avait pas toutes ses capacités, qui l'aurait désigné, mis à son poste à l'époque. Donc vous voyez toute cette vague-là. Mais il faut vraiment qu'on reste sur ce point de la relation de la France à l'Algérie et à l'Afrique. Parce que c'est là la clé de voûte. C'est-à-dire, c'est un système, parce que là, les gens, par exemple, n'arrivent pas... Il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi, par exemple... Pourquoi le Hirak n'arrive pas à avoir un soutien mondial souhaité? Pourquoi ce régime-là n'est pas lâché? Pourquoi la presse française ne parle jamais du Hirak, ou très mal en le déformant? Voilà, jamais du Hirak. Pourquoi? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on leur dit que la grande bataille, elle se joue en France et elle se joue à Paris. Parce que jusqu'à présent, il y a pour la France la domination du continent africain et en premier lieu de l'Algérie. Le rapport, la France coloniale d'hier est actuellement une France néocoloniale.
Et c'est sous cet angle-là qu'il faut aborder toutes ces questions. Et François Hollande, pourquoi il engage une telle responsabilité, il prend un tel risque? Il pourrait demain être accusé ouvertement de complicité dans une prise d'otage de toute une institution au détriment du peuple algérien. Il pourrait être accusé d'abus de faiblesse sur la personne d'un monsieur qui a été soigné aux Invalides, donc il ne peut pas l'ignorer. Il a les rapports, très certainement. Il n'y a pas de secret médical dans ces milieux-là. Est-ce pour raison d'État qu'il l'a fait, ou est-ce qu'il y a une autre raison plus personnelle, j'allais dire, question peut-être de financement d'une campagne électorale, promesse quelconque? D'après vous, pourquoi François Hollande prend-il un tel risque? Et pas que lui. Il y a d'autres chefs d'État, il y a d'autres ministres étrangers qui nous ont dit qu'ils avaient parlé à Bouteflika, qu'ils avaient discuté avec lui, alors que ce n'est pas vrai. Lui, le risque qu'il a pris, c'était uniquement le risque sur la forme. Parce que sur le fond, tout le monde l'a fait. Et la France l'a toujours fait. Par contre, ce que fait Hollande, ce que prend Hollande, c'est un risque sur la forme, c'est-à-dire le dire avec cet esprit-là, avec de la moquerie, avec du mépris quasiment. Du mépris. Ouais. C'est un peu, mais c'est le délire néocolonial. Ça, c'est le colonisateur a toujours ce délire. Et quand on voit, par exemple, récemment l'intervention d'Emmanuel Macron, par exemple au Liban, on voit cette manière-là. Et c'est ça, ce délire-là. Donc, ce rapport-là du colonisé, du colonisateur au colonisé, et maintenant du néocolonisateur au néocolonisé, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est un point très important, c'est quelque chose qu'on devrait développer, parce que là, en ce moment, il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup d'Algériens en France, on a une diaspora énorme. Pour l'instant, sa participation au Hirak, elle est efficace, mais elle est, et je le dis avec conviction, elle est insuffisante. Nous avons, et si on aborde, par contre, si on ouvre ce chapitre-là, des relations de la France avec l'Afrique et en premier lieu avec l'Algérie, là s'ouvrent d'autres portes de mobilisation, de compréhension des vrais enjeux qui se jouent actuellement en Algérie. C'est les enjeux géostratégiques, parce qu'il faut savoir que maintenant la France est en crise, elle est en crise mondiale. Il ne lui reste que l'Afrique, et l'Afrique passe toujours par l'Algérie. Et je rappelle l'excellent livre de Lounis Agoun et de Jean-Baptiste Rivoire, La France-Algérie, qui contient des informations immenses, très, très fouillées, et qui a été littéralement passé à la trappe pour ne pas être lu. C'est l'un des livres les plus majeurs sur la France-Algérie et qui a été quasiment boycotté, j'allais dire. Il est clair que du point de vue, et je rejoins chez Naïtou Slimane, que l'Algérie, parce que nous avons vécu ça, la France a toujours été, je ne vais pas dire le mot, mais en tout cas pour dire le chien de garde du pouvoir d'Alger. Et le protecteur. Oui, non, mais en tout cas, le chien de garde... le discours officiel nous fait passer pour un régime qui lutte contre la France. Mais cela vient d'être dit. On sait que l'Algérie a toujours été sous tutelle. C'est clair. Une sorte de chasse gardée. Oui, c'est clair. Mais en plus de cela, la France a combattu. C'est elle qui combattait l'opposition et qui continue de le faire sur le territoire français, y compris à l'égard des leaders. Pratiquement tous les leaders qui étaient venus se réfugier en France ont été chassés de France. Oui. Ont été chassés de France. Oui. Et nous... Il y en a même qui ont été assassinés et dont on a exfiltré dans le ministre de l'Intérieur, l'affaire Messili. Un Mello qui l'a tué a été exfiltré par Monsieur Pasqua en personne. J'ai vécu ça de près. J'ai vécu ça de près. Ouais. Mais nous-mêmes, nous avons été arrêtés, nous avons été éloignés, par exemple en 1983. L'affaire de ceux qui ont été éloignés au Burkina Faso. Oui, mais ça c'est déjà à 1993 pour d'autres raisons. Mais nous étions une opposition qui n'était pas celle-là. Et néanmoins, en 1983 par exemple, quand Chadli Mejdid est venu en visite d'État à Paris, nous avons été éloignés de Paris. Oui, pour ne pas gêner. Et c'était à chaque fois comme cela. Donc nous étions aussi... notre journal, et pas seulement le nôtre, a été interdit à plusieurs reprises. Nos réunions étaient surveillées, etc. etc. Oui. Donc la France a toujours fait le travail pour le régime algérien.
Et le régime a fait un fonds de commerce de la francophobie qu'il a usage de consommation interne, passent leur temps à nous dire la France coloniale, heureusement que l'armée, l'État lutte contre la France. Ils ne nous disent pas que tous les barons du régime ont leur fortune ici, qu'ils blanchissent leur argent en France, qu'ils y ont leur famille, leur résidence, leur fortune, et que pour les gogos, le discours anti-français qu'ils tiennent, c'est... Nous allons regarder M. Bouteflika nous dire Tabjnanou, puis juste après, nous verrons Rennouchi, malheureusement, dont on dit qu'il subissait de véritables pressions pour venir faire cette déclaration d'amitié, cette discussion qu'il aurait eue avec Bouteflika. Puis nous M. Hamid Lellou viendra nous rejoindre. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عاش من عرف قدره والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها من الإله الآن وصاعدا أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب من خلال المنظمات الوطنية أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقدمة فجيلي طاب جنان. بطبيعة الحال اغتنمت الفرصة للحديث مع فخامته حول أوضاع منطقتنا وما تتعرض له من تحديات، خاصة تحديات التدخلات الخارجية البادية في جزء من منطقتنا مما له انعكاسات على المنطقة كلها، على الجزائر وتونس وعلى المنطقة كلها. هذا استوجب تبادل الرأي والاستماع إلى نصائح فخامة الرئيس والتشاور معه حول هذه جملة الأوضاع في المنطقة سواء في المشرق العربي وخاصة في مغربنا وما يجري في ليبيا بالذات. سي عبد العزيز بوتفليقة صديق حميم منذ عشرات السنين وأصابه ما يصيب البشر من مرض والحمد لله رجع معافى، وأنا لما احتضنته شعرت بفرح كبير كأني أشعر أنه عاد من العالم الآخر. Hamid Lellou, donc voilà, M. Rennouchi qui nous dit Hadithi ma'a fakhamatuhu. Même lui dit fakhamatuhu. Vous voyez, il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs chefs d'État, des ministres, y compris John Kerry, y compris la chancelière allemande, y compris le Premier ministre espagnol, qui sont venus nous dire qu'ils ont discuté avec. Alors tout le monde sait maintenant qu'il n'a jamais parlé ou qu'il a bredouillé quelques mots comme ça, dont on ne sait même pas le sens. Alors, d'après vous, quel est l'intérêt de ces États étrangers? Notamment, quel est l'intérêt de la France quand elle arrive au point où elle fait pression sur les hésitants pour un quatrième mandat, pour forcer la main à ceux qui étaient contre un quatrième mandat pour faire passer Bouteflika en force? Et quel est son intérêt que son chef d'État vienne prendre un tel risque de se voir accusé plus tard de complicité de prise d'otages et complicité d'abus de faiblesse? Hamid Lellou. Moi, j'irai plus loin quand il s'agit de la France en particulier et d'autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, pour ne citer que cela. C'est plus que de la complicité. Ce ne sont pas des complices actifs, ce sont des instigateurs actifs. Tout vient d'eux. C'est comme si on disait que en fait, les groupes qui dirigent l'Algérie sont indépendants. Non, ils dépendent des forces étrangères. Le système des Ressabat, parce que les Algériens ne sont pas dupes, ils ne disent pas Ressabat, ils disent Ressabat. Le système des Ressabat ne resterait pas en place en Algérie plus d'un mois s'ils n'avaient pas le soutien actif et extraordinaire de l'étranger. Et chaque Ressabat en Algérie est représenté par un civil
est possible. Pourquoi? À cause de la corruption, une corruption rampante, une corruption extraordinaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous en antenne et on disait que Alger, comme la capitale Alger, comme beaucoup d'autres capitales dans le monde, ça pullule d'agents étrangers qui étaient prendre le pouls de la vie économique et politique d'un pays. Et ils approchent toutes ces franges du pouvoir algérien, du système algérien, et la corruption est tellement grande et tellement extraordinaire que quand Bouteflika dit à Tab Jenani, peut-être qu'au fond, qui sait, peut-être qu'au fond il voulait partir, mais il ne pouvait pas. Parce que quand vous êtes otage d'une mafia, vous ne quittez pas la mafia juste comme ça parce que vous avez envie de partir. Vous devez de rester jusqu'à ce qu'on vous dise de partir ou jusqu'à ce que le groupe de mafia décide que bon, maintenant il est temps de mettre quelqu'un d'autre. Il va être toujours le plus faible. Et je pourrais expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, pourquoi est-ce que toutes ces forces étrangères, que ce soit les pays avancés ou les moins avancés, pourquoi ils soutiennent l'Algérie? Pour des raisons diverses et évidentes. L'Algérie continue à être la vache à lait. Hein. On peut s'en servir. D'ailleurs, ce que je disais dans une de vos émissions, maintenant, la technologie des forages est tellement avancée, la technologie aussi d'exploration des matériaux rares et de l'or, etc., est tellement avancée que les entreprises internationales, en particulier américaines, elles savent exactement la valeur des ressources algériennes qui sont sous-sol. Donc tout a été acheté sous-sol sans que les experts algériens ne sachent vraiment la... Qu'est-ce que vous voulez dire que le régime algérien a vendu des concessions sans qu'on le sache? Je pense, j'ai lu ça, je vais te sortir ma source. Il y a le système de fracking et tout ça, avec le gaz de schiste, etc., permet à ces entreprises internationales de savoir la valeur monétaire des ressources qui sont sous-sol avant extraction. Là, pour ça, on sait, pour ça, tout le monde est au courant. Mais pour le gaz de schiste, par exemple, pour le moment, il n'y a rien parce que c'est pas rentable. C'est-à-dire le coût de l'extraction coûte plus cher que le prix de vente. Donc, la fracturation en elle-même, même par les États-Unis, ça pose problème puisque généralement, le coût de production et d'extraction n'atteint pas le... Mais sinon, on a entendu parler de ces tractations souterraines sur les ventes de concessions pour obtenir de l'argent, parce que ce régime a un besoin urgent de devises étrangères. Est-ce que vous auriez des informations sur ça? C'est-à-dire une vente secrète de concessions à des pays étrangers? Pareil, je suis comme vous, j'ai entendu parler de cette histoire et elle est très plausible. Elle est très plausible. Autrement, comment expliquer que tous ces pays accourent à l'Algérie et viennent retrouver leurs intérêts? Maintenant, quant à la France, je me joins à vos deux invités que la France a encore des intérêts colossaux en Algérie et qu'elle a des jagissements néocolonialistes. Mais aussi, je dirais que la France obéit à certains dictats américains. La France, ce n'est plus la France d'il y a 20 ans. Elle a perdu de son aura, elle a perdu de ses capacités économiques, industrielles et militaires. Et elle a des points d'appui de la part des États-Unis. Maintenant, d'autres pays comme la Tunisie, à nos frères tunisiens, je dirais que malheureusement, les Tunisiens ont besoin de cette manne financière de l'Algérie parce que l'Algérie soutient la Tunisie en vendant du gaz à des prix préférentiels, en transitant du gaz par un gazoduc qui passe par la Tunisie et qui va en Italie. Donc il y a une partie qui est probablement... L'Italie, qui soit dit en passant, a rompu le contrat de...
Non, l'Espagne plutôt, a rompu le contrat gazier avec l'Algérie, quitte à accepter de vendre, de payer des pénalités, parce que même avec des pénalités, ça lui revient moins cher que d'importer d'ailleurs où le gaz de schiste, ou le gaz, pardon, qui vient d'Algérie est beaucoup plus cher que ce qu'elle a trouvé ailleurs. Mais je vous laisse poursuivre. Il y a la compétition des Russes, il y a l'Ukraine, etc. Donc ça pose des problèmes. Mais pour revenir à la Tunisie, leur leader, quand ils viennent, bon, il y a l'argent, les Tunisiens souffrent économiquement, ils n'ont pas de rente. Mais quels sont les intérêts de la France? Est-ce que ce sont seulement des intérêts purement économiques, ce qui semble ne pas être le cas, ne plus être le cas, ou est-ce aussi des intérêts stratégiques comme ceux du Sahel, par exemple, où il semble que les États-Unis, qui avaient concédé un peu toute l'attitude à la France de gérer la région, soient un peu revenus sur cette décision et que les États-Unis soient en train de s'engager directement, d'où cette réémergence du projet Africom au Sahel, d'où ce recours à l'armée algérienne pour gérer le côté militaire sur sol. D'après vous, est-ce que la France a plutôt des intérêts stratégiques qu'économiques? Il y a un peu de tout, c'est un peu de tout. On ne s'arrête pas à des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques. Les gens se bousculent, hein, les pays se bousculent, les Américains, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Russes, les Chinois, tous ces pays se bousculent parce que la paille se rétrécit, hein, et il faut qu'ils trouvent leur place. Bien. De deux, il y a un truc très très important, d'ailleurs, c'est pour compléter un petit peu l'idée de votre invité Leïtou Slimane. Pourquoi, par exemple, le Irak ne trouve pas sa place? Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est une chose que j'ai entendu dire ici à Washington DC. Je parlais à des diplomates américains. Il y a quelque chose de très très important. Dans les relations de pays à pays, même les pays démocrates, ils ont besoin d'interlocuteurs clairs, visibles, avec lesquels ils peuvent faire du business. Maintenant, si l'interlocuteur en Algérie, c'est un dictateur, c'est un militaire, c'est un voyou, c'est un voleur lié, pour eux, toujours est-il, c'est quelqu'un avec qui ils peuvent négocier, signer des contrats, faire des affaires et aussi avoir. Il y a un terme qui a été utilisé, c'est trouver un parking. Si vous voulez partir à la mer demain, vous voulez partir à la plage, le plus gros problème que vous allez trouver, c'est de garer votre voiture. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de trouver un ami qui a une maison au bord de mer et qui a une place de parking, et là vous venez, vous garez votre voiture. Mais pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez un peu du pain, du cachère, du saucisse ou quoi que ce soit, parce que le gars ne peut pas venir à chaque fois à la ville, donc vous amenez quelque chose. C'est exactement ce que les Américains font. Et restez avec nous, Hamid Lelou, je reviens à vous dans un instant. Nous allons écouter M. Raffarin et nous revenons à Brahim Younsi. M. Raffarin. Écoutez, j'ai rencontré pendant plus de 2 heures le président Bouteflika il y a 1 mois et demi, et je peux vous dire que sa vélocité intellectuelle est intacte. Vraiment ? Il est handicapé physiquement pour se mouvoir, mais les questions qu'il m'a posées sur la politique française, sur y compris ce qui se passerait au régional, sur les questions financières internationales, le président Bouteflika m'est apparu comme ayant des capacités intellectuelles qu'on lui connaît. C'est encore mieux que l'alacrité. Hein. C'est la même chose. Il définit l'alacrité. Il l'a défini. C'est incroyable. Il définit l'alacrité. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dessous. On ne peut pas aller aussi loin, insulter la réalité criarde que tous les Algériens connaissent, s'il n'y a pas quelque chose de sérieux. Oui. Bien sûr, l'Algérie, c'est très sérieux pour la France. Ça a toujours été sérieux pour la France. Et pas seulement pour les raisons qui ont été évoquées. Oui. Mais l'Algérie est importante pour la France, d'abord sur le plan culturel.
Et ce n'est pas seulement sa positionnement, c'est vrai, mais c'est surtout pour les raisons culturelles. C'est un des rares pays aujourd'hui qui parle encore le français. C'est le premier pays francophone au monde, même s'il n'est pas dans la francophonie. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que le régime a menacé d'angliciser. Justement, les Français remercient Bouteflika parce qu'il a introduit l'Algérie dans la francophonie. Mais il ne l'a pas introduit officiellement. Pas officiellement, mais elle est observateur. Mais ça reste le premier pays francophone dans le monde, évidemment. Plus que le Canada. Oui, mais votre question, c'est pourquoi Bouteflika n'est-il pas auditionné? Oui, voilà. Oui, c'est la question que je m'apprêtais à vous reposer. Voilà. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? La question, me semble-t-il, et on en parlera, est autant politique que philosophique, peut-être beaucoup plus philosophique que politique. Absolument. C'est-à-dire? Quand on entend, ça c'est quand même loin, ces déclarations de Hollande, de Raffarin, etc. Vous aviez parlé tout à l'heure de conscience, et c'est là où nous sommes dans la philosophie. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui, et vous avez employé des termes assez crus, si j'allais dire, qui ne connaissait pas même son nom pour ne pas dire autre chose. Oui. Est-ce qu'il est vraiment conscient de son être? Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est vraiment? Est-ce que Abdelaziz Bouteflika est un légume? C'est-à-dire qu'il peut entendre, il ne peut pas parler. Est-ce qu'il peut formuler ou répondre à des questions et il est conscient des questions qu'on peut lui poser pour l'auditionner? Ceux qui demandent... Oui, mais il n'y a que le médecin, sur le plan de la loi, qui est désigné en qualité d'expert, médecin ou comité de médecins, désigné par un magistrat, qui peuvent dire oui ou non. Oui, évidemment. Nul ne peut le trancher évidemment. Sans l'avis Et médical. ça, c'est depuis longtemps, mais qu'on a empêché, ou le médecin qui était son médecin personnel ne répondait pas à toutes ces questions-là. Au contraire, il disait que le président de la République allait bien. Et quand il venait, même en Suisse, on disait qu'il allait bien. Oui. À Grenoble, il allait bien. Au Val-de-Grâce, il allait bien. Et on entend les politiques relayer les propos aussi. Mais les médecins français n'ont pas, en aucun cas, n'ont fait de déclaration sur son état de santé. Si, ils s'en sont abstenus. Non, un de ces médecins l'a fait. Son médecin de Grenoble qui l'a suivi l'a fait. Ah bon? Oui, d'accord. Je l'ai écouté moi-même. Mais aujourd'hui, même si nous sommes dans la théorie, nous n'en savons rien. Mais la question doit se poser. Et même dans l'approche musulmane, selon le Mawardi, cette question-là se pose. Est-ce que le chef de l'État, le gouverneur, entend? Est-ce que le gouverneur voit, distingue? Est-ce que le gouverneur parle? En principe, toutes ces trois choses sont des choses d'incapacité. En général, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut écrire? Est-ce qu'il a pour formuler des choses? Il peut écrire. Est-ce que le tuteur, à supposer que Saad Bouteflika était son tuteur, parce qu'il a usurpé ou il aurait usurpé la fonction présidentielle, est-ce que le tuteur a bien géré ou mal géré? A posteriori, on voit bien que les choses ont été même très mal gérées. Très mal gérées. C'est-à-dire que le tuteur, même si on a accepté l'état-major, les services, etc., ont accepté que Abdelaziz Bouteflika est un tuteur, et ce tuteur, c'est son frère. Et Gaïd Saleh, c'était un binôme. C'était un binôme. Mais c'est surtout le plus proche était son frère. Bon, le plus proche était son frère. Donc, ce tuteur, on voyait bien que ce tuteur, ou ces tuteurs, qui ne s'entendaient peut-être pas sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, etc. Donc, ces tuteurs, on le voit bien a posteriori que l'Algérie a été conduite au désastre par les décisions ou les non-décisions. Les décisions ou les non-décisions. Oui, mais le problème est que... Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question fondamentale, me semble-t-il, se pose à Abdelaziz Bouteflika et à n'importe qui d'autre, est-ce qu'il a conscience de lui-même? Est-ce qu'il a conscience de la situation? Est-ce qu'il a conscience de ce qui arrive aujourd'hui? Et justement, et pourquoi la justice algérienne qui se dit indépendante, pourquoi n'ordonne-t-elle pas son audition et donc le recours à un expert médical pour dire s'il peut être auditionné ou non?
Mais le problème qui se pose, les mêmes gens qui nous disaient, nous allons encore écouter quelques-uns parmi eux, les mêmes gens qui nous disaient, c'est lui qui est aux affaires, il a toute sa tête, il a ceci, c'est les mêmes qui aujourd'hui, parce qu'ils sont en prison, nous disent, non, c'est pas nous, c'est lui. D'ailleurs, la preuve, on vous a dit que c'était lui. J'allais faire allusion à ceux qui l'accusent, à ceux qui ont travaillé sous ses ordres, qui étaient ses subordonnés, que lui-même a nommés aux plus hautes fonctions de l'État. Si aujourd'hui ils disent appeler ou convoquer, il faut absolument auditionner l'ancien chef de l'État. Est-ce que pour eux, le Abdelaziz Bouteflika avait toute la conscience? Justement. Avait toute la conscience. Et la question revient, pourquoi n'est-il pas auditionné pour qu'on sache c'est la raison où il est malade? Et dans ce cas, il y a un problème. Donc, on répond à la question. Alors, Karim? Je pense que M. Younsi, en évoquant le côté philosophique de la chose, a touché vraiment quelque chose de très très important. C'est-à-dire c'est le nerf sensible de la question. Parce que ce qui se joue dans ce continent, toute l'Afrique, et en Algérie en particulier, c'est le statut du peuple. C'est le statut du peuple. Et ce qui est en jeu dans le procès souhaité de Bouteflika, et à travers cela, et derrière ce procès, le grand procès du colonisateur, du néocolonisateur, c'est l'émancipation du peuple. C'est-à-dire, l'Algérien est passé d'un statut d'un peuple colonisé, indigène, le statut de l'indigène, au statut du peuple mineur. Sous la paternité sous tutelle d'un proconsul, lequel proconsul est sous la tutelle du néocolonisateur. Sous la paternité d'un parti unique, avec un raïs, sous la paternité du raïs, qui lui-même est sous tutelle de celui qui l'a placé, de celui qui empêche qu'on l'enlève. Voilà, de l'ancien colonisateur. Ouais. Et quand on regarde qu'est-ce qui est différent dans les pays maintenant occidentaux, démocratiques et développés, ce qu'il y a en Occident et ce qu'il n'y a pas encore dans les pays comme les pays africains et notamment l'Algérie, c'est le statut du peuple. En Occident, le gouvernement, les présidents, les ministres, c'est clair, net et précis, rendent compte au peuple. Même lorsqu'ils font leurs affaires, même, on voit par exemple, quand on voit l'allocution de Macron ou du président américain, tous sont dans une posture où ils justifient, rendent compte, donnent des choses à leur peuple. Parce qu'il y a des attentes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce statut de raïs, mais ils ont un statut de président, c'est une fonction qui rend compte à leur peuple. Donc psychologiquement, c'est très différent. On voit ça par exemple en France, après mai 68 par exemple, comment l'autorité, par exemple, même symbolique de Gaulle a été complètement balayée par les jeunes étudiants de la Sorbonne. Donc on a ce qu'on appelle en psychologie l'assassinat du père, le meurtre du père. C'est-à-dire que le paternalisme qui venait du roi, qui venait de l'Église jusqu'à la fonction présidentielle a été balayé. En Afrique, en Algérie, jusqu'à présent, le peuple est considéré comme un peuple mineur. Et d'ailleurs, quand on regarde maintenant les nouveaux chiétines, par exemple, quand on regarde le président de Djil Jadid, par exemple, parler des journalistes, parler des Algériens en général, et des journalistes en particulier, et les comparer à des singes, c'est là qu'on voit dans quelle situation ils veulent maintenir le peuple. Ils veulent toujours maintenir le peuple dans une situation de mineur, c'est-à-dire c'est un peuple mineur qui n'a pas accès. Et quand on regarde par exemple le projet de la nouvelle constitution, il est fait sans le peuple. C'est-à-dire qu'on considère que le peuple n'a pas accès à la fonction constituante, qu'il ne connaît pas comment jouer ce rôle. Et qu'il n'est pas capable. L'Assemblée qui a validé, c'est le régime lui-même qui le dit aujourd'hui. Ouais. Les sièges ont été vendus. Ont été vendus. Voilà. Et dans le même temps, il fait adopter ça. Tout à fait. Et il demande au peuple d'aller voter donc, oui ou voilà. non. Et donc, quand on regarde l'esprit général, c'est toujours le combat d'un peuple contre le paternalisme, contre la figure du zaïm, du raïs. Parce qu'en Europe, en Occident, les idoles
ont été balayés. En Afrique du Nord, en Algérie en particulier, ça n'est pas encore le cas. Et le procès de Bouteflika, si on le fait, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire déjà que le peuple a raison. Parce que jusqu'à présent, qui persiste et signe et dit que Bouteflika n'avait pas toutes ses capacités? Qui s'est révolté contre Bouteflika, contre le 5e mandat? Ça n'était pas les partis politiques. Ça n'était pas venu de l'extérieur. Ahmed Gaïtsa, parce qu'il a voulu imposer un prolongement d'un an sans élection. C'était le grand peuple. Et c'est là l'enjeu. Faire le procès de Bouteflika, c'est faire le procès d'un système de pensée dans lequel le peuple est maintenu sous domination et sous tutelle. Si on fait le procès de Bouteflika, et ça me rappelle un entretien de Mohamed Dib, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était juste après l'indépendance. On lui a posé la question au grand Mohamed Dib, qui connaissait très bien l'Algérie, on lui a dit, c'est quoi le problème en Algérie? Il avait répondu, il avait dit, les Algériens n'ont pas encore assassiné leur père. Voilà ce qu'il a dit. Il a fait allusion au mythe d'Oedipe. Et donc, derrière ce procès-là, il y a ça. Et le hirak, le grand enjeu, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on va reconnaître, est-ce qu'un jour on va voir en Algérie, par exemple, un raïs ou un ministre qui va venir s'expliquer devant le peuple, lui proposer des choses, lui dire des choses, et on lira, j'espère qu'on vivra pour le voir, et je crois qu'on le verra, parce que l'heure historique, elle est venue, où on lira sur son visage, comme sur celui de Macron, comme sur celui des autres ministres français, par exemple, ou même des États-Unis, on lira il y a la crainte du peuple derrière. Moi, je me souviens comment était Macron quand il y avait les gilets jaunes au départ, quand ils étaient forts. À un certain moment, l'Élysée a été barricadé complètement et Macron exfiltré par hélicoptère. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur peuple. En Algérie, jusqu'à présent, tous les politiciens qui tournent autour du régime et le régime lui-même, voire même la France derrière, et ceux qui soutiennent le régime derrière, persistent et signent, ils disent que les Algériens ne sont pas encore matures, ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que derrière, quand on vient, et le nerf qu'a touché M. Brahim Youssi est très très sensible, c'est philosophiquement. Est-ce qu'on va changer de mentalité? Est-ce qu'on va faire ce saut qualitatif? Une question existentielle, à la limite, pour rester dans la philosophie. À la limite, que le régime algérien soit constitué de gens aveuglés, emplis d'arrogance, qui ont la tête dans le guidon, ou plutôt dans leur poche, ça se comprend. Mais qu'une puissance comme la France, comme les États-Unis, investissent dans un tel régime qui est abruti, qui est limité, qui a fait 100 ans, qui est condamné à mourir de sa belle mort, et investir à long terme, choisir des proconsuls parmi les plus imbéciles, les plus stupides. C'est ça qui est incompréhensible. Venant de grandes puissances qui ont une vision là, par contre, là, je vais vous dire que c'est même très, très compréhensible, Djamel-Din Roya. Pourquoi? C'est ça le rapport qu'il y a du colonisé au colonisateur. Ce qui est important pour le dominateur, c'est l'image qu'il va donner au dominé. Et je vous donne un exemple concret que vous voyez, pour comprendre comment la France agit en Algérie, il faut regarder d'abord maintenant comment la France agit vis-à-vis des populations issues de l'immigration. Quelles sont les personnalités issues de l'immigration, je parle de l'immigration maghrébine ou africaine, qui sont mises en avant dans les médias français? C'est les clowns. C'est Chelroumi. Pourquoi? Pour que ces peuples-là s'identifient. Comment s'appelle l'autre qui a dit qu'il faut arrêter de battre son poulpe? Pour dire qu'il faut arrêter de battre sa coupe. Ouais, je me souviens. Amara, c'est la mi soumise. Voilà, c'est celle-là. Elle a dit mea culpa, c'est-à-dire je bats ma poitrine. Voilà. Elle a dit il faut arrêter de battre son poulpe. Donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut la voir. C'est-à-dire qu'on projette une image, pour que ces peuples-là s'identifient à cette image-là.
et qu'ils se voient encore dans la médiocrité. Ils veulent nous maintenir à l'état de Chelroumi, tout à fait. qui représente les Algériens, les Tunisiens, les Marocains en matière de culte. Et c'est pour ça que toute révolution, et là je vais vous donner un autre exemple plus pertinent encore, c'est pour ça que toute révolution est avant tout philosophique et culturelle. Et je vous donne un autre exemple auquel les gens ne font pas très attention. Parce que Hamid Lello n'a pas suffisamment intervenu. Quand on voit par exemple les matchs de l'équipe nationale, que l'équipe nationale gagne magnifiquement. Quand on regarde les commentateurs français et même certains commentateurs algériens qui tombent dans le même piège sans se rendre compte, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mais c'est normal, ils ont été formés en France. C'est-à-dire qu'ils enlèvent aux Algériens le mérite. Oui. Ils leur enlèvent le mérite. Mais ils ne disent pas autre chose. Ils ne disent pas que ceux qui ont du talent, qui ont émergé en Algérie, sont cueillis comme des fruits mûrs. Que ce soit nos médecins, que ce soit nos footballeurs qui ont été formés là-bas. Mais c'est le régime qui n'a pas le mérite de savoir les retenir. Question importante. Même pour les Algériens qui réussissent ici, qu'on met en avant qui réussissent par leur mérite, on leur permet la réussite quand? Uniquement, on les met en avant. Et là, c'est très psychanalytique, il faut qu'on l'étudie un jour. C'est qu'on leur accorde la nationalité. Une fois qu'ils ont une double nationalité ici ou à l'étranger, malheureusement, psychologiquement parlant, psychanalytiquement parlant, ces Algériens-là, quelque part, ne réussissent pas en tant qu'Algériens. Moi, personnellement, je le vis. Les gens me disent, Karim, si tu veux faire ton chemin le plus loin possible, prends la nationalité française. Il faut la prendre. Et c'est là que ça se joue. Et c'est pour ça que nous, maintenant, notre combat, le combat de cette génération, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de l'aide, d'un travail de coordination absolue entre la génération très cultivée des années 80 et celle-là, c'est qu'on fasse cette jonction pour que d'abord qu'on dépasse nos complexes vis-à-vis de nos dirigeants et derrière, par la suite, vis-à-vis des dirigeants de nos dirigeants. Oui, mais c'est très vite. Je veux juste revenir à la question qu'a soulevée Karim. C'est celle de l'homme et du singe. D'abord, à ma connaissance, je ne veux pas contredire M. Djilali. Ce n'est pas Gustave Le Bon qui a parlé du singe et de l'homme. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? C'est Engels. C'est Engels qui a posé la problématique de l'homme et du singe. Ce n'est pas Auguste Le Bon. Je ne le crois pas. Je ne vais pas contredire, mais je crois. Je connais bien Gustave Le Bon, mais bon, je ne l'ai pas revu. Je n'ai pas revu, mais je sais que Engels a posé la question de l'homme et du singe. Dans la production, l'homme produit. L'homme est un producteur. Le singe n'est pas producteur. Donc, pour devenir un homme, il faut être producteur et produire. D'ailleurs, l'homme produit des objets. Que fait le singe? Il joue avec. Oui. Il joue avec. Et c'est ce que disait d'ailleurs Sophie. La lame à double tranchant. C'est une lame à double tranchant et qu'aussi on donne la liberté au peuple, la liberté aux journalistes. Ils vont se taillader les autres. Faire mal et taillader les autres. Mais pourquoi on a mis le peuple algérien, parce que nous sommes algériens, dans cette situation-là? Précisément, et on va se tutoyer, parfaitement raison, parce que le peuple n'a pas sa souveraineté. Il n'a pas de souveraineté pour pouvoir... D'ailleurs, Sofiane Djilali a dit, il ne faut pas laisser à la rue le droit de... Le moment est venu que c'est aux politiciens. Il ne dit pas que ces politiciens ont été agréés par le DRS. Même si je ne jette pas la pierre à tout le monde, il y a des partis honorables dans la scène publique algérienne qui n'avaient pas d'autre choix que de se faire accepter par le DRS. Mais il faut le rappeler. Mais quand je dis cela, c'est la question aussi de l'État. Parce que l'État algérien ne produit rien. Absolument. Donc, bien au contraire, il ne parvient pas à garder même les gens qui se sont autoproduits, j'allais dire. Par exemple, les gens qui ont eu du talent sont devenus de grands footballeurs en Algérie. Ils n'arrivent pas à les retenir, il faut qu'ils aillent ailleurs. Nous connaissons le rapport élite-peuple, beaucoup de sociologues en ont parlé, Pareto, Mosca et d'autres. C'est cette question des élites et de peuple. De toutes les façons, ce n'est pas aux élites de décider pour le peuple. Une fois que le peuple a acquis sa souveraineté et aller vers la souveraineté populaire, une fois que le peuple est souverain, à ce moment-là, il choisira ses représentants. Les élites sont au service du peuple. Oui, absolument. Alors, nous allons écouter deux déclarations. Il y en a tellement, on ne pourra pas toutes vous les passer puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Puis nous allons aller vers Hamid Lello. وكالعادة
كل ما نجي الجزائر نطلب مقابلة الأخ الرئيس، وكان نفس الطلب ونفس تلبية الطلب من قبل الرئيس، وكنت سعيد جدا بمقابلته ووجود على أنه وضعه الصحي تحسن كثير بالمقارنة مع المرة اللي فاتت اللي شفته اللي كان في ديسمبر الماضي. D'écouter la déclaration de l'Akhdar Ibrahimi. أنا تشرفت بمقابلة سيادة الرئيس بعد عودته من العلاج في سويسرا، والهدف الأول كان للاطمئنان على صحته وأوضاعه، ولكن نظرا للوضع الذي تمر به البلد هذه المرة تكلمنا أيضا في ما يجري في البلد، وأخبرني سيادة الرئيس على بعض القرارات الهامة التي هو بصدد اتخاذها، والتي ممكن تكون وصلت أو ستصل قريبا إلى علم الناس في هذا البلد. يصير في أحسن ما يرام، هذه نقولها بكل صراحة. شيء يعني باش ما يبقاش تأويلها، باش من عندكم بعض الناس بدأوا يأولوا الرئيس في صحة عادية، هذه تاع انسحاب باش يكون الوضوح. On dit même, je ne désigne personne en particulier, c'est quasiment acquis, c'est quasiment sûr que certains de ces visiteurs qui venaient nous parler de son intelligence, des sujets qu'il évoque du monde et du pays, repartaient avec des chèques. Il y en a même un, que je ne citerai pas non plus, qui serait reparti avec un acte de propriété d'un terrain au milieu d'Alger que se disputaient deux généraux barons du régime. Et c'est lui qui a réussi à l'avoir au nom de son frère. Mais je n'en dis pas plus. Hamid Lello, pardonnez-nous de vous avoir laissé un peu attendre. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ils ne veulent pas que Abdelaziz Bouteflika passe en justice? Qu'est-ce qui leur fait peur au juste? Je vais faire une analogie avec une grande personnalité, pas pour montrer mon admiration pour Bouteflika parce que j'en ai aucune. Mais j'ai l'impression que c'est le dernier des Mohicans. Le système vous invitez à parler de l'audition de Bouteflika, c'est l'audition du système. Et observez bien que Bouteflika, c'est le dernier survivant du système qui se réclame de la légitimité historique et révolutionnaire. Ils ne peuvent plus nous sortir un gars pour dire celui-là il a fait la guerre de libération, donc il a une légitimité historique. Pourquoi? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup encore. Il y en a même qui sont très propres, très intègres, très probes, qui ont été des personnalités historiques. Mais c'est ça le problème, ils sont propres. Ça, c'est pas une qualité. Oui, en effet. C'est pas une bonne qualité pour le système des Ressaben. Donc, Bouteflika, c'est le dernier disons, des corrompus historiques, combattants de la libération. Mais il n'a pas été combattant, il n'a pas mis les pieds en Algérie jusqu'en 1962, à l'indépendance. Il n'a jamais mis les pieds dans un maquis algérien. Donc ce n'est pas un combattant. Pourquoi dire combattant? À la limite, dire qu'il était engagé dans la LN politique ou dans la LN des frontières, mais il n'a jamais combattu. Oui, mais quand je dis ça, c'est les titres qui se sont autoproclamés. El Moujahid al-Akbar. Moujahid al-Akbar, Fahamadou, etc. Donc, effectivement, auditionner Bouteflika, c'est faire le procès de tout le système depuis 60. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils attendent qu'il meure pour qu'il parte. Est-ce qu'il ne pourrait pas précipiter sa mort parce qu'il est tellement gênant? Est-ce qu'il ne serait pas tenté demain? C'est un peu comme l'affaire Gaïd Saleh, dont beaucoup d'Algériens pensent qu'il a été assassiné, puisque dans la logique des choses, ce sont eux qui auraient dû demander une autopsie.
pour nous convaincre qu'ils n'ont rien à voir et qu'il est mort de mort naturelle ou de crise cardiaque. Or, il semble qu'ils auraient refusé une demande d'autopsie émanant de la famille et même qu'ils auraient menacé celui qui l'aurait demandé. Pourquoi maintenant ne pourrions-nous pas craindre que M. Bouteflika ne reçoive une convocation pour quitter la vie? Bouteflika, parce qu'il ne me gêne pas, parce que vu sa situation de santé, et puis c'est pas quelqu'un qui va sacrifier le système. Non, mais le fait, si demain des médecins établissent qu'il n'avait pas ces facultés, cela voudrait dire qu'il a été pris en otage, qu'on régnait en son nom, et que des personnalités étrangères de très haut niveau ont participé à la prise d'otage et à l'abus de faiblesse. Donc, le mieux est qu'il meure, très vite. On saura cette vérité quand le Hirak aura gagné l'indépendance de l'Algérie. Quand on aura l'indépendance de l'Algérie, quand il y aura un système démocratique où le peuple décidera, où on aura une justice indépendante qui ne dépend pas du téléphone, où on aura un pays avec ses enfants qui vont travailler pour le pays et la justice sera indépendante, à ce moment-là, on dira beaucoup de choses. Mais tant que le système continue à survivre, je ne pense pas que Bouteflika, pour le moment, c'est le bouc émissaire théoriquement. Ils en parlent, ils disent ce qu'ils veulent parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Mais ça m'étonnerait qu'il soit traîné devant les tribunaux algériens. Si demain il s'avère qu'ils sont coincés, peut-être qu'il faille son sort sera scellé et anticipé comme ça a été le cas de Gaël Salah. Pourquoi pas? À ce moment-là, il le ferait, ils ne vont pas se gêner. Alors, plus parce que celui qui gêne aussi, c'est son frère, Saïd aussi. Hein. Oui, en effet, qu'on apprenne un jour qu'il a eu une crise cardiaque. Alors, restez avec nous, je reviens à vous pour le mot de la fin, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous allons regarder une dernière déclaration de M. Sellel. Écoutez-le bien. C'est un pays qui est dirigé. Il y a quelqu'un qui est à la barre qui s'appelle le président Abdelaziz Bouteflika. Je ne fais rien sans lui demander. Je ne décide pas sans lui demander. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est un pays qui a maintenant ses institutions. Pour Monsieur le Président de la République, je peux vous affirmer qu'il est en bonne santé. Nous allons le voir tout à l'heure. Et s'il veut poursuivre sa mission, il décidera en son âme et conscience. Ne vous inquiétez pas, il est assez grand pour le faire. Il a les capacités de le faire. Il a fait beaucoup pour ce pays. Alors, 2 minutes chacun pour le mot de la fin, Brahim aussi, mais 2 minutes, vraiment. S'il a prononcé le mot, la conscience, il décidera en son âme et conscience. En son âme et conscience. La question est là. Mais j'ai entendu un jour, si Karim parlait de René Girard. Et René Girard est un spécialiste d'abord de la violence et de la responsabilité. Violence expiatoire. Traduire, est-ce que bon, c'est sûr, en fonction, le président de la République a une immunité forcément, il n'a pas de responsabilité pénale. Dans tous les pays démocratiques, au cours du mandat, le président de la République n'a pas de responsabilité pénale. Mais il y a une responsabilité électorale, c'est-à-dire que le peuple peut voter. Ce n'est pas le cas chez nous. Est-ce que cette demande de traduire Abdelaziz Bouteflika, s'il est véritablement impotent et plus que cela, un légume, c'est lui donner le statut dont parle René Girard, que tu connais bien, de victime sacrificielle. Ouais. Est-ce que l'on ne veut pas faire de Bouteflika une victime sacrificielle? Je ne suis pas là pour le défendre. C'est la victime sacrificielle. Donc, si on fait le procès de Bouteflika en tant que Bouteflika, oui. Dans tel cas, oui, c'est ça. Mais le procès qui est demandé par ceux qui veulent vraiment le bien du peuple algérien, c'est le procès de Bouteflika, mais de ceux qui étaient
derrière Bouteflika. C'est le procès du bouteflikisme qui est demandé. Oui, absolument. oui, mais ça, c'est une question... Ce n'est pas le mot de la fin, parce que je tiens vraiment à dire quelque chose. Ça, c'est une question politique. Absolument. Concernant le système comme un tout. Tout à fait. Là, nous parlons de l'homme. Moi, je parlais de l'homme. Ah oui, oui. Le nom, c'est pas intéressant. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin. Avant d'aller vers Hamid Lello, qui aura vraiment le mot de la fin. D'accord. Il y a juste une chose, parce que l'émission d'aujourd'hui, elle a un goût particulier. Et d'ailleurs, je te remercie, Djemeldine, pour la pertinence de tes thèmes à chaque fois. Et nos deux invités aussi pour la pertinence de leur analyse. Je pense que nous sommes actuellement dans un moment de doute. Après tout ce que je vois, les gens qui me contactent, ce qu'il y a, est-ce que le Hirak reviendra pas, comment... Le Hirak ne s'est pas arrêté. Le Hirak, c'est un mouvement d'éveil national des Algériens. Donc on n'a pas le droit de douter. Et chaque Algérien, et notamment ceux qui sont à l'étranger, actuellement, sont responsables de notre algérianité. Parce que ce qui se joue derrière, c'est le statut de l'Algérien. Est-ce que réellement l'Algérie algérienne et l'Algérien algérien émergera ou non? Et je tiens, le mot de la fin, je tiens vraiment à le passer au nouveau bachelier. Derrière la polémique de l'abaissement du seuil de passage jusqu'à 9 sur 20 et toutes ces polémiques-là, je leur dis une chose. Les étudiants, les nouveaux bacheliers, les jeunes Algériens en particulier, mais ceux-là, en général, mais ceux-là en particulier, ont la responsabilité historique maintenant, non seulement de porter le Hirak comme mouvement dans la rue, mais comme mouvement d'éveil national. Et pour ces étudiants, même si vous avez eu votre bac avec 9, ce n'est pas grave. Le bac, c'est un seuil. On franchit la porte de l'université. Vous avez la responsabilité de briller en Algérie et à l'étranger. Et quand vous le faites pas pour vous-même. Cette nouvelle génération, chaque Algérien qui brille le fait pour toute l'Algérie. Donc, lisez, allez et devenez. Juste ce mot qui suit ce qui vient d'être dit. Effectivement, cette révolution, ce Hirak, comme tu dis, va à la fois vers l'en haut et vers l'avant, vers le devant ou l'avant. Voilà. Vers le haut et vers, ce que j'écris, vers l'en avant. Voilà. Absolument, très bien dit. Alors, Hamid Lello, pour le coup, le mot de la fin vous revient. En moins de 2 minutes, s'il vous plaît, nous avons largement débordé sur notre horaire. Merci. Il y a un dicton, il y a quelqu'un, je pense, son nom c'est Saint-Just, à la veille du jugement du roi de France, qui disait qu'il faut juger cet assassin d'un peuple pris en flagrant délit de la main dans le sang, la main dans le sang, quelque chose comme ça. Donc ça peut s'appliquer sur Bouteflika, mais ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, l'une des Saba a mis à la tête de l'Algérie un de ses serviteurs, en l'occurrence le menteur pathologique, qui lui a été mêlé dans tous les gouvernements successifs de Bouteflika, en tant que ministre de l'Habitat, ministre de différents ministères et finalement ministre de Premier ministre. Il ne faut pas oublier aussi, il a fait une déclaration, il faut faire très attention. C'est vrai que c'est des larbins, on sait qu'ils ne valent pas grand-chose, mais quand ils parlent, des fois ils disent, c'est une information distillée. Qu'est-ce qu'il a dit au Yahya? Il a dit quelque chose de très 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 important par rapport à Tebboune. Il a dit, Dieu seul sait combien d'argent a été volé par les étrangers et les sociétés étrangères grâce au projet dans l'Aqiqa, dans la construction de la mosquée, etc. Et qui était gérant de ces dossiers, qui gérait ces dossiers? C'était bien Tebboune. Donc, la justice, juger Bouteflika, c'est juger Bouteflikisme qui représente 20 années de direct, de
fonctionnement direct du régime tel qu'il est maintenant. Donc, à mon avis, on ne verra pas Bouteflika dans les tribunaux. S'il faut, il mourra d'une crise cardiaque. S'il faut, son frère aussi mourra d'une crise cardiaque. Merci. Merci. Alors, je rappelle que l'émission d'après parlera aussi du même sujet, émission en arabe. Je rappelle aussi, tout à l'heure, je parlais avec Karim Naïtou Slimane au sujet de le chiffre que je vous avais donné tout à l'heure sur l'argent qu'on avait trouvé dans les comptes de l'Hamel, 10 000 milliards de centimes. Il m'a dit, mais c'est loin d'être le record. Il m'a dit hier, je crois, Karim. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous laisse nous le dire vous-même très très vite parce qu'on va clore. Aujourd'hui, le juge qui est chargé du dossier de Haddad, il n'a pas pu lire le chiffre du total des crédits qui ont été accordés. Crédits en dinars. En dinars qui ont été accordés à Haddad. Et c'est, tenez-vous bien, hein, vous êtes bien installés. Oui, je suis attaché. C'est 180 000 milliards. 180 000 milliards. Déjà 1000 milliards, vous imaginez, 1000 milliards. Alors et dans 1 milliard, il y a 1000 millions. Il a eu 180 000 milliards de crédits en dinars seulement. Justement, parce qu'on a parlé de tribunaux. Oui. Il faut se méfier des tribunaux, parce qu'il y a des tribunaux sans justice. Nous les voyons. Oui. Et il y a de la justice sans tribunaux. Eh bien, j'espère que le jour n'est plus très loin où la justice sera rendue au peuple algérien, où tous les Algériens se sentiront concernés, où ils ne seront plus enfermés dans les pièges de la propagande du régime qui cherche à les diviser, à les dresser les uns contre les autres. Le Hirak, moi je le dis, je ne devrais pas le dire, je suis journaliste, je devrais observer une certaine objectivité. Le Hirak est la seule issue qui reste à ce pays de ne pas mourir. Et nous sommes tous comptables et nous serons tenus responsables pour l'avenir de nos enfants si nous laissons assassiner sous nos yeux ce beau pays, cette nation dont l'indépendance a été si chèrement acquise au prix du sang, d'un fleuve de sang. Alors, je n'en dirai pas plus. À demain, j'espère.